Avril 1903. Ravel achève la composition de son quatuor pour instruments à cordes, selon la terminologie apposée en exergue de son manuscrit, à l'encre, de 26 pages, sans indication de tonalité, ni autre mention d'opus. Âgé de 28 ans, il dédie cette composition à mon cher maître Gabriel Fauré. Nous savons que cette partition fut donnée en première audition, certainement sur un matériel manuscrit, le 5 mars 1904, en la parisienne Schola Cantorum, lors des séries de la Société nationale de musique, une première audition donnée par le quatuor Heymann, du nom de son premier violon. Si l'on s'en réfère à la presse de l'époque, la critique, malgré quelques reproches sur la jeunesse d'un musicien qui s'attaquait à une des formes musicales les plus élevées et subtiles, sans compter les inévitables comparaisons avec Debussy, la critique fut toutefois positive. Nous savons aussi, par le biais des timbres à date qui figurent sur les différentes épreuves conservées et annotées de la main du compositeur, que le travail d'édition fut entrepris par la maison Astruc à la fin de l'année 1904 pour une publication de la partition et du matériel en 1905. Fait rare concernant Ravel, en décembre 1910, pour une seconde édition, le compositeur modifia plusieurs éléments d'agogie, de répartition de notes ou d'accords entre les instruments, de nuances, etc. À la lecture du manuscrit, maintenant déposé en la collection des archives du Palais de Monaco, nous comprenons que ce quatuor connut donc plusieurs étapes successives dans son existence éditoriale. Alors parmi les modifications substantielles, à la lecture de cet extraordinaire document, ce manuscrit qui est à nos pieds, dans cette conclusion du troisième mouvement, il y a ce qui peut apparaître comme un simple détail, une note ajoutée, un graphisme modifié, mais qui va changer toute une conduite, toute la conclusion. Et Ravel a pensé à Federico, l'alto. Alors explique-nous ce qui se passe exactement, cette différence entre le manuscrit, la première écriture de Ravel, et ce qui fut finalement, en 1910, publié par Durand. Déjà, la première note, Ravel, il écrit bien, et on l'a vu dans le manuscrit, il écrit bien un accent. Il interrompt quelque chose, alors que dans Durand, ça a été remplacé par un poussé. Est-ce que c'était volontaire? Est-ce que c'était un musicien qui a voulu autre chose? Ou Ravel qui a finalement trouvé que l'accent était de trop? Et donc, le fondu, il finit par l'alto qui rentre dans quelque chose d'extrêmement calme et pur. Ensuite, dans l'édition Durand, il rajoute un ralenti tout de suite, presque, qui va du pizzicato au ralenti des violons et qui finit avec un crescendo chez l'alto, donc qui chauffe, qui anticipe rythmiquement ce si bémol et qui dans le ralenti a le la bémol avec le premier violon, alors que dans le manuscrit et dans les premières éditions, ce qu'on peut voir, c'est l'accent, pas de soufflet, juste un diminué et uniquement un quatrième temps pour finalement avoir un coda qui est très clair, très carré, très conclusif. Est-ce qu'on peut reprendre cette édition Durand, 1910, s'il vous plaît ?
Alors évidemment, c'est difficile de traduire exactement ce qu'on entend au quatuor, mais ce qui est clair, c'est que Ravel a senti que cette... Alors plus exactement... En fait, ça paraît très beau comme ça, donc il n'y a pas de problème sur la manière dont Ravel l'a entendu. Ce qu'il a cherché à modifier, ça va être ce phénomène-là. C'est-à-dire qu'en fait, il va résoudre ce La Bécard donc sur la sixte ajoutée de l'accord de dominante, et il va préparer pour l'adoucir. En fait, c'est un phénomène de... Il cherche à créer quelque chose de plus fondu, de plus lié, qui est très beau au départ, mais qui effectivement a plus de charme si on prend le temps, en effet. Au lieu de... Voilà, tout simplement. C'est donc la conclusion du quatuor. Et alors, quand nous avons regardé ensemble le manuscrit, alors là, énorme surprise, puisque complète différence de métrique, de manière de caractériser, enfin de conclure, c'est-à-dire chez Ravel, comme vous savez, il y a ce phénomène d'effondrement, et cette version Durand n'est pas du tout un effondrement. Et en fait, est-ce qu'on peut tout de suite entendre la version originale? J'allais dire la version officielle, mais non, la version originale. Alors que s'est-il passé? Pourquoi Ravel a-t-il tout changé? On sait, avec l'histoire éditoriale de l'œuvre, il a changé dès le début. C'est-à-dire, il y a eu la création de l'œuvre qui a été certainement réalisée d'après des partitions manuscrites, puisqu'on sait que, évidemment, l'édition Astruc est intervenue après la création de l'œuvre, à la Schola Cantorum. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que les musiciens lui ont dit « mais ce que vous avez écrit, maître, c'est pas faisable, il faut modifier » Faisable, ça l'était. Alors peut-être que lui-même a changé d'avis à l'écoute et s'est dit j'aime pas. Donc voilà, et il a peut-être lui-même changé ça. Il a peut-être suivi les conseils effectivement de musiciens. La partition est, à mon avis, truffée d'endroits où des musiciens, des instrumentistes ont modifié des choses, ou rajouté des choses, précisé des choses. Des grandes articulations comme le début du premier mouvement, cette grande liaison qui est une articulation de 4 mesures, qui instrumentalement n'est pas faisable. C'est trop long. Donc voilà, là ça a été retouché par des musiciens. Plein d'autres passages comme ça. Donc peut-être qu'il a été influencé par des interprètes qui lui ont dit « essaye ça ». C'est un phénomène intéressant, celui du repentir en quelque sorte, du compositeur qui note quelque chose, qui le ressent d'une certaine façon au moment de la composition et qui s'aperçoit, dès qu'il est en présence des interprètes, que finalement ça ne correspond pas à ce qu'il avait imaginé. Alors la question qui se pose, c'est qu'à la fin, effectivement, on est donc dans ce 5-8 très rapide, auquel Ravel superpose un 2-4, donc il y a déjà une ambiguïté métrique entre tade, tadada, tade, tadade, tam, pam, 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 pam. Bon, pim. Donc si on garde cette métrique-là, tim, ça ne change pas énormément pour la fin, mais c'est vrai que c'est la première fois de toute l'œuvre où il y a une transition pareille, où il ne spécifie pas croche égale croche, noir égale noir, ou mesure égale mesure. En définitive, je pense que Ravel a senti qu'il n'était pas la peine de proposer une fin aussi précipitée. Il a d'ailleurs supprimé le trémolo pour opter plutôt pour des triolets à 3-4, donc ta-da-da-da-da-da, ce qui est déjà très rapide dans ce tempo-là. Et donc, ça paraît assez logique qu'il ait cherché à modifier quelque chose qu'il avait peut-être entendu comme une sorte de précipitation finale, mais qui, dans cette notation-là, visiblement, était trop rapide pour les instrumentistes. Alors, autre surprise, d'ordre architectural, dirons-nous, en termes de carrure,
nous regardons le manuscrit et dans exactement ce passage-là, il manque une mesure. Je pense sincèrement que c'est plutôt une étourderie de la part de Ravel dans son manuscrit, parce que toute la qualité justement de son thème est qu'il est lui-même construit sur des carrures dites irrégulières, puisqu'il est basé sur 2 plus 2, plus 3 plus 3 plus 2. Donc pam 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 pam, ça fait donc 2 plus 2. Après, il passe sur des carrures de 3, pam 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 papa. Ensuite, pam 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 pam, et enfin les 2 mesures avec le tri. Donc il a un équilibre de 12, mais qui est obtenu par un savant mélange de carrures de 2 et de carrures de 3, comme d'ailleurs le pratiquait aussi Fauré dans certains de ses scherzi. Donc il y a peut-être là aussi une influence du maître en quelque sorte. Mais je ne peux pas me résoudre à l'idée que Ravel ait pu casser cette belle ordonnance 2-2-3-3-2, puisqu'elle en elle-même, c'est presque un objet d'art, c'est tellement rare et remarquable que je crois qu'il faut opter effectivement pour cette étourderie. Je ne peux pas imaginer qu'un compositeur si précis qu'on voit ici peut oublier une mesure. Pour moi, c'est certainement tout simplement un raccourci que la deuxième fois, ça devient plus intéressant, plus concret et plus compressé. Quand on voit le manuscrit qui est si propre, où tout est tellement clair, transparent, on a du mal à s'imaginer qu'il n'ait pas vérifié quand même sa partition. De toute façon, il aurait très certainement ajouté une mesure, on voit ça dans les manuscrits de Ravel, il ajoutait quelque chose dans la marge. Donc il y a très certainement cette volonté de casser le code et de casser la carrure en fait, et de précipiter la cascade du violon. Ce serait très ravelien, très logique. De ne pas être académique. Oui, exact. tout à fait. Mais après, qui détient la vérité? Alors peut-être pour illustrer nos propos, entendons la version avec la mesure en plus. On est vraiment surpris à la lecture de ce manuscrit, à la découverte de ce manuscrit, toutes ces modifications qui sont venues de ceux qui jouent la musique, et non pas de celui qui écrit et en fait le créateur. Ravel ne mettait pas de doigté pour le violoncelle, il ne mettait pas de doigté, il n'avait pas cette compétence-là, Dieu sait qu'il y en avait d'autres, mais pas celle-ci. Et très clairement, dans sa première, on va dire, première édition, il y a un PIDS où il demande, c'est-à-dire un La à vide et un La appuyé, pour avoir une note qui va sonner plus, résonner plus. Jusque-là, la note à vide, il savait la marquer. Par contre, dans l'édition Durand, on retrouve ce PIDS double avec un 4e doigt pour la note appuyée, qui sort de nulle part. Et, étrangement, la mesure qui est juste après commence sur un Do dièse. Il n'avait pas 15 ans, ni 18, à 28 ou 30 ans. Ça montre beaucoup d'humilité de sa part, d'accepter les conseils de musiciens et d'accepter de modifier sa partition pour rendre service à tel ou tel musicien. Je trouve que ça montre une grande modestie. Oui, il rendait service certainement à sa musique, surtout, oui. Parce qu'il acceptait les commentaires qui faisaient mieux sonner sa musique, techniquement. Alors peut-être, dans nos exemples, il y a des changements de notes ou de distribution de notes parmi les pupitres et qui là viennent, je pense vraiment, des musiciens qui ont créé l'œuvre ou des quatuors qui ont repris cette œuvre juste après la création. Et donc ce qui fut édité chez Durand en 1910 maintenant est surprenant. C'est pas du tout les mêmes notes. Là, ce qui est surprenant, c'est que c'est une correction tardive. C'est-à-dire que nous avons regardé la première édition Astruc, le matériel qui a été distribué avec le conducteur. En fait, il y a bien cette première version telle que le manuscrit. Et Ravel est revenu vraiment plusieurs années après sur son texte pour l'édition Durand 1910. Dans la version de départ, il faisait... Alors c'est curieux, ça crée une rupture en fait. Vous voyez, si je prends la figure de départ... Alors que si on retient maintenant, si j'essaie de vous jouer plutôt la version
définitive. Et là, il va rester. Donc c'est beaucoup plus fluide en fait, et surtout ça crée pas la rupture qu'il y avait entre les deux accords. Dans la version de départ, je rejoue, c'était plutôt. Alors que dans la deuxième version. Ah, donc voilà, je prends le temps de m'arrêter, bien sûr tout ça passe beaucoup plus vite. Et ma conclusion serait que bien évidemment, l'harmonie ne change pas, mais la clarté de la figure est bien meilleure dans la deuxième version, puisqu'il y a véritablement une note commune quand ça passe d'un instrument à l'autre sur le deuxième accord, alors que dans la première version, Ravel je ne sais pas pour quelle raison, il a modifié. Il a préféré avoir tout de suite cet accord-là, et non pas comme dans la version définitive. Nous venons d'évoquer des différences à la lecture d'un document. Ce qui est intéressant évidemment avec l'art de la musique, il y a ce qui est écrit par le compositeur sur les portées ou entre les portées, et il y a ce qui n'est pas écrit. Et parmi l'invisible, mais extrêmement important, si on considère la date, on voit sur ce manuscrit les dates de 1902-1903, il y avait des codes d'interprétation qui n'étaient pas notés, qui étaient joués, et alors nous avons tous nous avons écarquillé les yeux en écoutant les tout premiers enregistrements en 78 tours. Ce quatuor avait été écrit en 1893 et en fait on entend les fameuses glissades. Je pense qu'ils ne sont pas forcément de votre goût en termes esthétiques, mais on peut imaginer qu'elles faisaient partie des codes d'exécution. Je pense que Ravel savait écrire des glissades quand il en voulait. Ensuite, la glissade, évidemment, il faut qu'elle soit utilisée avec parcimonie et avec un certain équilibre. C'est vrai que si on en met partout, on dénature la musique. Il faut trouver le moment où elle aura un sens, où elle va porter un message. Ce qui est dommage de nos jours d'écouter ça, ça arrive au tout début de l'enregistrement des capés. On a envie d'éteindre tout de suite. Alors que si on continue à écouter, ils n'en mettent pas des glissades partout. Et donc c'est un choix volontaire, non seulement d'un musicien, mais c'était quelque chose qui faisait partie de leur réflexion, pas uniquement de leur instinct, parce qu'ils le font de la même manière, tous les deux violonistes, en se répondant. Est-ce qu'il n'y aurait pas des codes qui nous manquent à notre époque, qui pour eux étaient évidents? Cette descente, c'était pas la peine de l'écrire, parce que c'était évident que ça devait être comme ça. Pour beaucoup d'instrumentistes, et même encore aujourd'hui, même si les goûts ont beaucoup évolué, ça paraît être un signe d'expressivité de pouvoir marquer par un léger glissé que l'intervalle est plus expressif. Effectivement, quand on écoute le Quatuor Capet, qui était quand même pour l'époque vraiment le sommet, un des summums de la recherche en matière de jeu instrumental, Lucien Capet étant lui-même un très grand pédagogue, eh bien, on sait bien que rien n'était laissé au hasard, et pourtant, effectivement, il y a cette sorte d'appropriation de la partition à travers le goût des instrumentistes à cordes, qui consistait effectivement à porter les notes les unes vers les autres, ce qui donne évidemment un sentiment pour nous de glissade, en fait quelque chose qui n'est pas pur comme on l'aime à l'entendre aujourd'hui.
peut-être que dans 50 ans ou dans 100 ans, si le quatuor de Ravel est toujours admiré comme il est aujourd'hui, eh bien, les instrumentistes seraient étonnés de la manière dont il était joué en 2021. Ils trouveront peut-être que c'est soit que c'est pas de bon goût, soit que c'est trop raide, soit que c'est trop rapide, ou je ne sais. Donc en fait, comment savoir? En fait, ça fait partie des impondérables et des éléments que le compositeur peut absolument pas ni prévoir, ni modifier finalement, sinon en se projetant dans une époque qui ne serait pas la sienne. Je suppose que Ravel n'était pas gêné, autrement il l'aurait dit, mais comment savoir, on n'en est pas certain.